Je traite d'une histoire de la fondation d'une religion. C'est vrai qu'on attaque direct sur la correction, là on est sur des détails techniques. J'ai fait licence de littérature moderne et du coup quand je vois des fautes quand je vois mes propres fautes surtout, parce que les fautes des autres m'en fiche un petit peu, mais ça me gêne aussi quand je découvre une faute dans un livre. Mais c'est vrai que les fautes ça me dérange. Parce que pour moi c'est fondamental la langue, c'est de trouver le bon mot. Justement, comme c'est une nouvelle qui est basée sur la fondation d'une nouvelle religion, etc., j'ai fait des recherches pour trouver les bons mots, pour trouver les bons mots. Donc pour moi, effectivement, l'idée, les personnages, etc., c'est important. Mais je suis pas issu de justement la littérature de l'imaginaire. Si tu regardes mes bouquins, il n'y en a quasiment aucun. Ah oui, tu lis quoi, toi, habituellement? Plutôt des classiques. On va regarder un petit peu. Alors, par exemple, chez toi, ça, c'est ma formation de théologie. Ouais. J'ai fait le séminaire protestant de théologie à Paris. Donc, tu vas voir. Tu es protestant? Oui, enfin, on va dire que je suis un protestant dans une vision assez large, puisque j'ai quand même une approche, on va dire, un peu différente de la religion protestante telle qu'elle est pratiquée. C'est pour ça que j'ai travaillé un peu sur le chamanisme. Voilà, pour moi, le véritable intermédiaire entre l'homme et Dieu, ce serait plutôt la nature, plutôt qu'un pasteur ou un prêtre ou une communauté ou un lieu sacré. C'est une idée bien protestante, ça, quand même. On va dire, oui, voilà. De voir se passer d'une église très hiérarchisée. Oui, en tout cas, c'est un mouvement protestant de retourner aux sources, de toujours retourner aux sources. Et moi, j'ai travaillé quand j'étais en séminaire sur justement l'origine de la spiritualité, comment on en est arrivé un jour, comment l'homo sapiens est arrivé un jour à mettre un genou au sol et à prier les étoiles, le soleil, etc. Tu ne crois pas que c'est un petit peu cette fourmi qui suit la fourmi qui est devant elle et qui est suivie par une fourmi qui un jour, il se passe, je sais pas moi, il y a un événement et cette fourmi lève les yeux vers le ciel et là elle s'aperçoit justement qu'il y a quelque chose d'autre que la fourmi qui est devant elle et que la fourmi qui est derrière elle et que là elle s'interroge sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est. C'est peut-être ça la spiritualité, non? C'est cette conscience qui apparaît à ce moment-là et qui fait prendre conscience à la fourmi qu'elle est individu et qu'elle n'est pas forcément qu'une chaîne qu'une chaîne de fourmis. Oui, justement, pour moi ça passe par la solitude. C'est vrai que justement, j'ai passé 8 ans à Paris et ça fait 6 ans que je suis revenu ici. Et je vis plutôt dans la solitude parce que c'est vraiment dans la solitude pour moi que je peux ressentir cette spiritualité. Justement quand je suis par exemple le soir. Tu veux dire que tu as besoin d'être seul pour pouvoir penser librement? Oui, pour sortir, pour voir les étoiles, pour sentir les fleurs, j'ai besoin d'être tout seul et c'est là que j'ai la conscience de Dieu en fait. Quand je suis si je vais à un temple le dimanche matin, je n'ai absolument pas la conscience d'être dans de la spiritualité. On est dans une représentation, c'est-à-dire on est dans une représentation. Je veux dire pendant longtemps, l'église était un lieu de représentation où les familles venaient pour voir les autres familles endimanchées, pour pouvoir écouter un sermon, c'est-à-dire pour pouvoir trouver l'origine de la faute originelle, du péché originel, plutôt que d'être en contact avec Dieu, quoi. Je veux dire, on vient chercher à l'église la raison de la punition. Donc voilà, en tout cas, ma première bibliothèque, c'est la théologie, on va dire, avec un peu d'histoire, voilà. Et puis après c'est plutôt des romans classiques parce que alors vas-y montre, accompagne-nous, je passe devant Arnaud, voilà. Vas-y, fais de la corde à sauter en même temps. Enfin les spectateurs n'ont pas vu mais il vient de passer sur le fil. C'est classé par ordre alphabétique. Je suis très Pierre Boulle, l'ordre alphabétique. Pierre Boulle. Ah oui quand même tiens. Et puis Champavert aussi c'est un peu linguistique. Sinon ça reste des classiques, j'ai quasiment rien de moderne, ça reste des classiques de littérature avec un petit peu de un petit truc du 20e siècle. Tu n'es pas très lecteur de science-fiction, de fantastique en général, quasiment qui est plutôt critique. Ou alors si je lis du fantastique, ça va être de l'ancien. Par exemple, je suis un grand fan d'Edgar Allan Poe, je vais être très très fan de la littérature classique chinoise, les histoires de fantômes chinois, j'adore ça. Mais la littérature fantastique ou la science-fiction moderne, quasiment rien. J'aime bien la littérature romantique aussi du 19e siècle, donc il y a aussi des contes fantastiques du 19e siècle chez les romantiques. J'aime bien la littérature justement scandinave du 19e parce qu'on trouve toujours quelque chose d'un petit peu mystérieux. Après, science-fiction, je vais rien avoir. Je vais avoir Barjavel, je vais avoir La Nuit des Temps, évidemment.
Je vais quasiment rien avoir. Non, je suis vraiment... En fait, c'était quasiment la première fois, quand je vous ai envoyé la nouvelle, que je rentrais vraiment dans le fantastique. Et je dirais que ma nouvelle n'est même pas... Enfin, j'ai du mal à la classer dans le fantastique. Je dirais que c'est du mythique. C'est un mythe. J'écris un mythe. Parce que justement, Arnaud, tu mets le point dessus, quoi. C'est qu'en fait, tous les textes fondateurs sont des fantaisies. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'Iliade et l'Odyssée, la Bhagavad Gita, toutes les grandes civilisations ont leurs textes fondateurs, et ce sont soit des textes de fantaisie, soit des textes de fantastique. En tout cas, elles mettent tous en lumière une espèce de symbolique liée à l'homme. Mm-hmm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Et puis j'ai l'impression qu'on est ce qui m'a intéressé de créer de la mythologie. Dans ton texte aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, oui, justement, les littératures imaginaires, c'est comme, je veux dire, elles sont là pour que ces mythes se transforment, s'adaptent à notre société. C'est en fait la propre capacité de régénération de ces mythes face à la société qui évolue. Oui, parce qu'il y a, par exemple, parce qu'à côté de cette nouvelle, je continue à écrire sur cet univers du Tibet pré-bouddhique, et je suis influencé par la culture écologiste aussi, donc il y a cette proximité avec la nature. C'est un peu ma culture écologiste que je mets dans la littérature. Donc il y a un côté mythologique, mais en même temps cette approche moderne une réflexion sur l'utilitarisme. Sur l'utilitarisme vis-à-vis de la nature. Comment on peut à la fois utiliser la nature tout en la respectant. Parce que je crois que... inséré dans mon travail. Quelle est la place de l'homme pour toi ? La place de l'homme dans la nature, la place de l'homme par rapport à l'homme dans la nature, oui. Pour moi, c'est une erreur. Je pense que l'homme n'avait pas vocation à devenir intelligent. Pour moi, j'aurais préféré finalement qu'on reste de grands singes. Je trouve que l'intelligence n'est pas forcément un point positif. J'aurais préféré que la planète reste animale, purement animale, sans intelligence. Tu penses que l'intelligence appartient à l'homme ? L'intelligence, en tout cas l'intelligence, la conscience de soi. Tu penses qu'il s'approprie l'intelligence ou que cette intelligence lui appartient ? Je pense que c'est l'évolution, donc elle lui appartient pas. C'est l'évolution naturelle, mais je pense que ça reste. Je la regrette, en fait, voilà. Et je regrette cette intelligence et j'aurais préféré que... Tu penses qu'il n'aurait pas dû avoir accès à cet arbre de la connaissance ? Voilà, j'aurais préféré qu'effectivement Adam et Ève obéissent sagement, restent dans le jardin d'Éden et vivent à l'état de nature. Alors tu sais qu'il y en a qui se disent mais finalement la bêtise elle est là. Je veux dire, c'est pas de l'intelligence que de croquer dans la pomme de la connaissance. L'intelligence aurait été de croquer le fruit de l'arbre de vie. Oui. Mais justement dans la nouvelle, ah non, c'est pas dans la nouvelle d'ailleurs, c'est dans la côté. J'écris justement un petit conte où je raconte que finalement c'est un dieu, donc on est dans le Tibet, un dieu, une espèce de saint tibétain, de dieu tibétain qui est venu sur Terre et qui était tellement embêté par les êtres odieux et humiliés qu'il a transmis qu'il a décidé de vivre avec les animaux. Et qu'il a tellement aimé les animaux que finalement il a fusionné, il a offert sa divinité aux animaux, et les animaux ont enfanté les premiers êtres humains. Et le conte raconte pourquoi maintenant on a des hommes qui ressemblent plutôt à des cochons, plutôt qui ont un comportement de mouton, plutôt, etc. Donc parce qu'on viendrait des animaux, et parce qu'un dieu aurait donc abandonné sa divinité aux animaux. Donc c'est, pour moi, voilà, je pars de ce principe-là, que c'est un accident l'intelligence, que c'est parce que peut-être un dieu a offert son intelligence, voilà. Bon, c'est bien sûr l'évolution, mais tu es quand même un évolutionniste alors, ça veut dire que je suis aussi un évolutionniste misanthrope, c'est-à-dire que j'aurais préféré que l'être humain ne soit pas tel qu'il est et qu'il soit tout simplement un grand singe. Mais finalement, quand tu me parles de théorie de l'évolution, ça veut dire que par rapport à c'est ce que c'est-à-dire que tu mettrais peut-être les valeurs de la laïcité
devant celle de la religion, c'est-à-dire que Pas devant, enfin, je veux dire, je veux dire que pour toi la raison, je veux dire aussi bien la raison religieuse dont tu en as eu l'apprentissage, que la raison reste avant tout pour toi laïque. Oui, après il y a pas, enfin, j'ai une approche critique j'ai pas une approche littérale des textes religieux, et je suis formé à l'école, voilà, où j'ai une approche scientifique aussi. J'ai pas du tout d'approche littérale de la religion, quoi. Donc pour moi, l'évolution est tout à fait compatible avec les textes. Ça n'a pas de problème. On n'est pas aux États-Unis. La quasi-totalité des chrétiens en France croient en l'évolution. Je crois qu'il faut aller chercher très loin pour trouver des créationnistes, quoi. Bah, il y en a partout. Je pense qu'il faut quand même. On a eu la chance de vivre le siècle des Lumières, et puis que voilà, on a une histoire de la pensée qui est européenne, et je pense que c'est pas quand tu parles du bouddhisme. C'est mon héritage philosophie, justement. J'ai aussi une formation. Je suis pas sûr qu'on soit les plus nombreux aujourd'hui à être encore à penser encore à la théorie de l'évolution. En France, oui. Après, non, que représente la France aujourd'hui dans notre monde, je veux dire, par rapport au Moyen-Orient, par rapport à l'Orient, et par rapport... Oui, c'est sûr, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on est dans un âge où plutôt on recule sur les idées. C'est-à-dire qu'on est devenu le vieux monde. Oui, l'âge des Lumières, c'est sûr, là est en train de perdre sa lumière, c'est sûr. Pour continuer la petite visite bouquiniste, oui, alors Arnaud Gabriel, donc la formation philosophique. La philosophie. Il y a un petit peu quand même d'analyse littéraire, parce que j'ai fait, ça vient de l'université. C'est des classiques de la philosophie, avec quelques petits ouvrages. Je suis très très branché Kierkegaard, je suis très branché sur les idées scandinaves aussi. Alors dis-moi, oui, alors avec tout ça, alors, comment tu fais pour écrire? Je veux dire, tu as des rituels pour écrire, tu te mets, alors tu fais comme tes chamans, chamans, un petit peu aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un état de conscience, tu te prépares. Je me prépare, oui, c'est-à-dire que par exemple, j'ai besoin que comment dire, je ne peux écrire que si je sais que je n'ai rien à faire de la journée, c'est-à-dire que aucun rendez-vous. J'ai pas à sortir, rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, si j'écris, ça veut dire que je n'ai l'esprit, j'ai l'esprit qu'à ça dans la journée. Certaines heures. Si par exemple, je suis incapable d'aller au travail et de rentrer chez moi écrire. Ça, je sais pas faire. Ou le contraire, d'écrire avant d'aller au travail, je sais pas faire. Il faut vraiment que dans ma journée, il y a rien. Il y a rien du tout. Ce soit le vide total. Comment dire, je ferme mon téléphone. Je me déconnecte pas d'internet, mais je réponds pas aux messages, et je me plonge dans une solitude totale, et il faut vraiment que je n'ai l'esprit qu'à ça. C'est pour ça que je n'écris pas forcément tous les jours, mais vraiment dans des jours où il y a rien. Et comme rituel, non, j'en ai pas vraiment. Le café, par contre, je bois énormément de café. Ça, c'est de la dope. Je les bois les uns après les autres. Je te dope alors. Je peux en boire 10. Après, après, il faut aussi. Je peux pas écrire n'importe où. Je suis pas quelqu'un qui peut écrire n'importe où. Il faut que ce soit. Tu écris où en général, sur ton bureau? Au deuxième étage. Je vais vous montrer peut-être tout à l'heure. On peut voir. Ah, tout de suite même. Allons-y, oui, allons-y. Hop là. Par contre, on te suit. On va monter 2 escaliers. Alors, on te suit. Bon, tu fais attention, Fabien. Voilà. Waouh, c'est 3. Là, on passe à un passage spatio-temporel. On est dans la salle des cochons. Voilà, c'était la salle des cochons, justement. On joue devant. Vas-y, je te suis. Voilà, donc. Alors, le premier escalier, ça va aller. Par contre, le deuxième escalier, c'est quasiment une échelle. Donc, ça va être. Ouais. Ça va le faire. Bon, ça, c'est un petit peu mon esprit gothique. C'est quand même épais, c'est des murs épais, c'est des murs où tu peux bien t'isoler, quoi. Je veux dire, tu es isolé aussi bien. J'entends rien de la rue, j'entends rien de. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu es face à toi-même. Complètement, là, avec des murs de 70 cm. Allez, on y va, on grimpe, c'est parti. Allez, l'autre. Et voilà, la tour d'ivoire. Ah, c'est un peu ça. Ah bah tiens, justement.
Donc, tu fais face à... Donc voilà mon petit. Alors j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau plutôt informatique, qui est là. Là c'est vraiment pour écrire parce que j'ai besoin. Et t'écris sur du papier alors? Oui. Alors, j'ai besoin par exemple de faire des amorces de paragraphes, des débuts de paragraphes ou des morceaux de paragraphes. J'ai besoin de commencer par l'écrit et ensuite je me mets sur l'ordi. C'est des amorces plutôt. Et ou des brouillons, on va dire, ou carrément une page en entier, ça dépend. Et ensuite, donc, je me mets sur l'ordi et je continue sur l'ordi. Mais j'ai besoin encore, c'est peut-être mon âge qui fait que j'ai besoin de la plume, papier, j'ai besoin de sentir quelque chose qui résiste sous le stylo, j'ai besoin d'un papier particulier. Je peux pas écrire sur n'importe quoi non plus. Alors c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais. Donc c'est en écrivant qu'on devient plumeron. Mais en tout cas, le forgeron a besoin d'une bonne enclume et l'écrivain d'une bonne plume. Tout à fait. Et alors, j'ai des belles plumes, mais je m'en sers pas. Enfin, j'écris. J'ai un stylo plume en bas, mais souvent j'écris avec du feutre fin. Alors, je regarde là sur ton bureau, tu as le Flou divin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit roman tibétain, justement, qui c'est un classique de la littérature tibétaine. Il n'y en a pas 50 non plus, mais c'est un roman assez marrant. Donc c'est voilà, Flou tibétain. Ouais, on ne trouve pas partout, j'ai dû le chercher un petit peu dessus. Il n'y a pas beaucoup de littérature. Là, History. Voilà, là c'est vraiment le monde. Of Zongzung. C'est ma Bible en Tibet. Ouais. La Bible actuelle, puisque c'est là-dedans que j'ai pioché quand même tout le côté. Enfin, voilà, dans ma nouvelle, j'ai quand même voulu ne pas écrire n'importe quoi, donc c'est un ouvrage qui traite justement de l'archéologie, de ce qui a été trouvé dans l'ancien royaume de Zongzong, au sud-ouest du Tibet. Donc voilà, donc je m'appuie quand même sur des documents un petit peu sérieux pour pas écrire complètement n'importe quoi. Voilà, si un Tibétain me lit, il va pas s'arracher les cheveux, quoi. Donc il y a quand même tu as envie d'être exact. Oui, j'ai pas exact et puis respectueux aussi. J'ai pas envie non plus de prendre. Mais quelle est ta démarche? Ça veut dire que tu as envie d'aller rechercher dans ces textes-là, c'est justement l'intuition que tu as du monde, l'intuition que tu as de ta relation au monde. Tu as besoin de validation. Tu cherches à valider à travers d'autres philosophes, d'autres religions. C'est cette démarche-là ou c'est plus une démarche de recherche? C'est plus une démarche de recherche. Là, je me suis vraiment replongé dans mes réflexes de théologien et de recherche et de vouloir réfléchir sur justement comment dans certaines régions du monde sont nées les religions ou une religion en particulier. C'est la naissance d'une religion qui m'a intéressé. C'est vraiment le côté scientifique, archéologique, théologique. Voilà, de partir d'un lieu, l'étincelle, voilà, d'un lieu, et puis d'imaginer comment ça a pu se passer, quelles sont les mécaniques qui ont fait qu'on est arrivé d'un chamanisme très proche de la nature à tout d'un coup une religion institutionnelle. Oui, mais alors quand tu as un chamanisme déjà qui est installé, je veux dire, la religion est déjà installée, non? Alors non, parce que pour avoir une religion, justement, le chamanisme n'est pas une institution. Le chamanisme d'ailleurs en tant que tel n'existe pas. On dit qu'il y a des chamans, c'est-à-dire des gens qui sont au service de la communauté, qui font des rituels pour faire qu'une récolte soit meilleure, pour qu'une chasse soit bonne, pour nommer un enfant qui vient de naître. Il y a déjà ce lien avec l'indicible, avec ce qu'on ne voit pas, avec ce qu'on... Oui, mais il n'a pas d'autorité. C'est plutôt, il est au service d'eux. Il n'a pas une autorité, il n'est pas au-dessus. Souvent d'ailleurs, il est un peu pris pour l'idiot du village, il n'est pas forcément respecté. Ou d'ailleurs, souvent, c'est même l'idiot du village. Il n'impose pas sa pensée. Il n'impose pas son pensée, il n'impose pas son schéma. Il n'y a pas d'idéologie, c'est très très pratique le chamanisme. Ça, c'est quelque chose qui est là pour fonctionner. On va voir le chaman en disant, je veux que ma récolte soit bonne, je te donne temps, et puis fais en sorte que ma récolte soit bonne. C'est vraiment très très pratique. De porte-bonheur. Oui, c'est de la magie, il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a pas de dogme à suivre. C'est voilà, le chaman est là pour utiliser sa magie, utiliser son contact avec les esprits pour que le clan vive mieux.
Et la religion, c'est très différent. Je veux dire que c'est peut-être la force, une hiérarchie, c'est peut-être ce qui fait un bon chaman, ce qui fait d'un chaman, d'un homme ordinaire, c'est peut-être tout simplement la force du lien qu'il a avec le réel. Oui, la force qu'il a avec, oui, parce qu'il a une approche très réaliste, justement. Lui, c'est vraiment les choses très concrètes qui l'intéressent, le chaman. Alors, il a un pied à l'extérieur de la communauté, où il est en contact avec les esprits, où il se Il est isolé. Voilà, il est seul, et il y a un autre pied dans la communauté où tout est très concret. Il va nommer un enfant, il va faire un rituel de 3 jours chez quelqu'un pour le soigner. Voilà, c'est à la fois, voilà, très 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 aérien, très dans le ciel et très 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 sur terre. C'est le lien entre le ciel et la terre. Oui, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre les esprits et les hommes, voilà. Et alors que celui religion, qui a la tête dans les étoiles. Oui, alors qu'une religion, pour moi, ne peut exister que dans une ville, avec une proximité avec le pouvoir temporel, avec des lieux sacrés. Le chaman n'a pas de lieu, enfin ici il y a des lieux, mais c'est très vaste. Il n'y a pas d'église chez le chaman. Voilà, le religieux a des dogmes, crée aussi des mythes fondateurs. Chez le chaman, il n'y a pas forcément de besoin non plus de mythes. On raconte des histoires autour du feu, on raconte quelques histoires, mais des mythes fondateurs qui créent des dogmes, il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, et dans ma nouvelle, c'est ce que je voulais montrer justement, c'est ce glissement du chamanisme vers la ville et vers le pouvoir temporel et devenant justement une religion. C'est un contact direct, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est que la relation du monde, du chaman avec le monde, c'est un lien qui est direct entre l'imaginaire et le réel et qui passe pas par le symbole. Ou qui passe moins par le symbole, qui passe moins par le symbole, c'est vrai, qui passe moins par il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas besoin de symbole, il n'y a pas besoin de statue, il n'y a pas besoin de dessin, il n'y a pas besoin d'icônes. Effectivement, il y a moins de symboles. Alors le chaman, sur lui, il porte des symboles quand même, qui permettent de le reconnaître. Il symbolise, c'est lui le symbole, c'est lui qui devient le symbole. Tout est concentré sur lui, voilà. Tout est concentré sur lui, le monde spirituel c'est sur lui, mais effectivement il n'y a pas de symbole partout qui rappelle la spiritualité. C'est la nature finalement, le monde spirituel. Il n'y a pas besoin de mettre des statues dans tous les coins. Un simple empilement de pierre peut suffire à marquer un lieu. Et finalement ce que je montrais aussi par ça, c'est que finalement dans mon histoire c'est un peu le glissement inverse que j'ai fait, c'est-à-dire que je passe plutôt du monde religieux, je reglisse vers le monde chamanique. Finalement je sens en moi que petit à petit je reviens au chamanisme. Alors peut-être que dans 10 ans je vais monter mon entreprise de chamanisme, je sais pas, mais par exemple tu recevras à domicile, peut-être que tu recevras. Je sens peut-être que je vais courir dans les voies. Voilà, tu pourras mettre une petite pancarte chaman, chaman, avec sur rendez-vous, voilà, etc. 50 €. Je sens moi le glissement. Tu peux monter même plus cher. Je veux dire, ça peut être. Remarque. Enfin bon, après. C'est sûr que. Après, tu dépends. Voilà, on est dans maintenant. On n'est plus. Ce n'est plus l'Église chrétienne ni l'Église protestante, mais c'est l'Église catholique qui. Enfin, c'est. Excuse-moi, je vais faire un lapsus. C'est le dogme du capitalisme. Je veux dire, le monde entier a été converti au dogme du capitalisme. On peut monnayer ces idées. Mais oui, donc je sens chez moi le glissement inverse. Voilà, j'ai commencé finalement dans ma jeunesse par l'univers religieux, par les institutions, par la communauté, par les lieux. Et je sens vraiment ce glissement où Il était comment, je veux dire, l'enfant, je veux dire, qu'est-ce qu'il faisait l'enfant ces après-midi, ces mercredis. L'enfant, il jouait au Playmobil, beaucoup. Il créait beaucoup d'histoires et il passait son temps avec j'avais un village de Playmobil. J'en avais plein, 200, 300. Enfin, c'était un monde de Playmobil, quoi. Avec quelques autres créatures, voilà. Et je passais mes après-midi à jouer au Playmobil. Ça, c'est quand j'étais enfant. Et puis, j'ai toujours été très solitaire, donc je passais aussi beaucoup de temps tout simplement tout seul dans ma tête. J'ai pas été autiste, mais pas loin. C'est-à-dire, je passais beaucoup de temps dans ma tête. Je supportais pas qu'il y ait des gens qui viennent à la maison. Je me cachais même des fois. Et encore aujourd'hui, je peux tout à fait m'asseoir dans mon canapé et regarder le plafond pendant 2 heures.
avec les idées qui passent par la tête. C'est curieux ça, déjà. T'avais déjà des périodes de méditation. Alors. Oui, mais on va dire pas actif, c'est-à-dire que c'est presque un état naturel chez moi, c'est-à-dire que je m'assois et puis mon cerveau passe en mode veille, quoi. Donc ouais, c'est un peu naturel chez moi, tout songeur, un enfant songeur. Ouais, très songeur, très puis beaucoup dans l'imaginaire justement aussi. Ouais, je faisais énormément d'histoires. Puis même des fois j'écrivais un petit peu, un tout petit peu des histoires. Ça, je me souviens de ça. Ouais. En tout cas, tu les inventais avec tes Playmobil. Ah oui, il y avait des tas d'histoires forcément. Oui, je parlais tout seul, comme tous les gamins avec ses jouets. Ouais. Donc c'était beaucoup des jouets et puis plus tard un peu plus de choses, un peu plus un petit peu de sport quand même. Un peu de musculation, je vois, tu as quelques haltères. Hop là. Ouais, quand même. Parce il est là l'ordinateur, voilà. À force d'écrire, forcément, déjà que je m'empâte, je fais le poids normand, donc forcément j'ai besoin d'un petit peu d'haltères pour me tenir un petit peu en forme. Donc ouais, ça m'arrive aussi parfois. Un peu de musique, je vois un peu de musique pour écrire. Un peu beaucoup, ouais. Je suis encore de la génération du CD aussi. Donc beaucoup de rock, du rock, du trip-hop. Le Minotaure. Bah oui, forcément. L'homme animal dans son labyrinthe, c'est un peu mon totem, quoi. Oui, je dirais que c'est un peu ça, ouais. Oui, je me vois comme le Minotaure. Ouais. Alors que oui, c'est curieux, certains se voient plus dans Icare que dans le Minotaure. Eh ben oui, non, moi je me vois dans celui qui se fait tuer par le héros. Très bien. Bon, je pense que tu nous as préparé quelques spécialités normandes. Alors oui, la turloule normande, donc le riz, cannelle, lait, un cidre fermier. Je propose qu'on aille écouter ce cidre fermier. C'est extrêmement descendant parce que c'est. Merci Arnaud, en tout cas nous avoir dévoilé un petit peu ton cabinet de curiosité, de travail. En tout cas, j'ai mes deux postes. C'est là où j'amorce mes paragraphes et je gribouille, et là où je passe en propre et où là ça devient sérieux sur ordinateur avec correcteur. Très bien. Bon j'espère c'est mon double bureau. Voilà, que tout est dans la boîte.